m'a invité à venir vous parler des données en protection de la jeunesse, de l'utilisation qu'on en fait. Alors, c'est avec grand plaisir que je viens vous entretenir là-dessus aujourd'hui. 15 minutes, j'aurais pu en parler pendant des heures. Alors, euh, n'hésitez pas là, à me reposer d'autres questions dans la période de discussion à la fin. Ça me fera plaisir. J'ai dû résumer beaucoup ma pensée. Donc, est-ce qu'on tire le meilleur potentiel là, des données existantes pour améliorer les services en protection de la jeunesse? Dans les dernières années, notre système de protection a subi de multiples enquêtes, de multiples réformes. Ça fait bien la suite là, avec la présentation que Mélanie vient de nous faire. Puis il y a des grands chantiers qui sont en cours encore actuellement, au moment même où on se parle. On pense entre autres à la révision des standards de pratique qui est en cours actuellement. C'est une opération qui n'avait pas été faite depuis 30 ans. Qui est pilotée actuellement au ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec les deux instituts universitaires et avec l'INES. Puis on pense aussi évidemment à la Commission Laurent qui a prolongé ses travaux, là. Et donc, on peut penser qu'il y a des décisions majeures qui vont être prises dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour améliorer la protection des enfants au Québec. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on est suffisamment outillé pour prendre ces décisions-là actuellement? Alors, s'appuyer sur des données fiables, c'est important. C'est important à différents niveaux. C'est important à l'échelle individuelle pour chaque intervenant social parce qu'il y a des décisions cliniques à prendre dans chacun des dossiers. Les intervenants habituellement vont s'appuyer sur les données qu'ils ont collectées au fil de leur intervention, leurs observations. Les données fiables, c'est important aussi à l'échelle organisationnelle pour les gestionnaires qui doivent planifier l'offre de services et gérer les services. Et finalement, c'est important à l'échelle, à plus grande échelle, au niveau plus collectif, si vous voulez, pour nos décideurs qui vont orienter les lois, les politiques et tenter d'améliorer les programmes et les services. Et aujourd'hui, je vais vous parler surtout des décisions qui se prennent à l'échelle, plus à l'échelle provinciale, à plus grande échelle. Et évidemment, ces décisions-là font partie de l'environnement de l'intervenant social qui œuvre au sein de ce système-là. D'où le lien là, avec la thématique d'aujourd'hui qui est l'intervenant et son environnement. Moi, je l'ai pris vraiment l'environnement de données au sens très large. Donc, quelles sont les données qui sont utilisées par nos décideurs quand vient le temps d'améliorer les services? D'abord, on pense tout de suite aux données de gestion, au bilan DPJ. Ce sont des utilisations des données administratives qui, dans la plupart des cas, sont transversales et volumétriques. Hein, ce sont des données à la base qui sont conçues pour administrer et gérer les services et pas tant que ça pour vérifier la qualité des services ou pour comprendre les besoins de la clientèle. Je vais vous donner deux exemples d'indicateurs qui sont souvent utilisés par nos décideurs là, pour suivre et monitorer les services. On va souvent, par exemple, regarder le taux de signalement et non pas le taux d'enfants signalés. Alors, quand on regarde un taux de signalement qui augmente, ça peut très bien vouloir dire qu'il y a plus d'enfants signalés, mais ça pourrait très bien aussi vouloir dire qu'il n'y a pas plus d'enfants signalés, mais que ceux qui le sont à répétition. Ça, c'est un exemple qu'on voit souvent. L'autre chose dont je parle souvent aussi, c'est le fameux taux de prise en charge active au 31 mars. Donc, en sélectionnant les prises en charge qui sont actives au 31 mars d'une année donnée, bien, en faisant cela, on surestime, on surreprésente les prises en charge qui sont de durée longue, puis on sous-représente les prises en charge qui sont de durée courte parce qu'évidemment, les prises en charge plus courtes, ils ont moins de chances d'être actives précisément au 31 mars de l'année. Donc, il y a des limites à ces utilisations-là quand on est dans une optique d'amélioration des services puis de répondre aux besoins d'une clientèle. Les décideurs s'appuient aussi évidemment sur des données un peu moins quantitatives peut-être, mais tout aussi importantes. Des rapports de gestion, des rapports d'enquête sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la vérificatrice générale, des tables de concertation, des comités de gestion et d'experts qui sont mis en place et aussi malheureusement trop souvent par des tragédies médiatisées qui vont venir influencer certaines décisions qui vont être prises là, par nos dirigeants.
Alors, cette source de données-là, elle a l'inconvénient, ça peut être très véridique et très fondé, mais elle a l'inconvénient d'être moins généralisable que les données qui sont recueillies là, à l'échelle provinciale. Et finalement, on le souhaite en tout cas, que les décideurs se basent au moins en partie là, sur les résultats de recherche scientifique pour prendre leurs décisions. Malheureusement, c'est une recherche qui est tributaire d'un financement qui est non récurrent et souvent très compétitif. Malgré tout, il y a des choses qu'on peut faire en recherche pour alimenter les décideurs dans leur prise de décision. Alors, moi, quand j'essaie de penser aux données de recherche que je peux produire pour guider les décisions, bien, c'est sûr que dans un premier temps, je pense d'abord et avant tout à ne serait-ce que d'écrire les services rendus en protection de la jeunesse, d'écrire les trajectoires des enfants dans les services de protection. Ça, je dirais que de façon générale, au Québec, on est de plus en plus habilité à faire ça. On commence à les connaître un petit peu plus, les trajectoires de nos enfants dans les services. Il y a de plus en plus de chercheurs qui sont habilités aussi à utiliser les données administratives qui permettent de reconstituer ces trajectoires-là. Là où on a encore un petit peu de la misère, puis on est un petit peu moins bon, je dirais, c'est quand il vient le temps de mettre en lien les données de service avec les besoins de la clientèle. Donc, on peut peut-être se réjouir d'avoir un taux de placement, par exemple, de 10 %, mais si dans la population, c'est 50 % des enfants qui auraient réellement besoin d'un placement, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, il y a une question d'adéquation des services rendus avec les besoins de la clientèle qui est difficile à aller mesurer. Et puis, on a encore plus de difficultés, je dirais, à bien mesurer les effets de nos interventions parce qu'il faudrait suivre les clientèles dans le temps une fois qu'elles sont sorties de nos services pour essayer d'aller voir, bien, est-ce que le bien-être de l'enfant, de sa famille s'est amélioré ou détérioré dans le temps? Et donc, ça m'a amené à me questionner à savoir pourquoi, malgré le potentiel scientifique, la masse de chercheurs qui connaissent les trajectoires et la protection de l'enfance au Québec, elle est là. Les possibilités technologiques, elles sont là aussi. Et pourquoi la recherche en protection de la jeunesse n'atteint pas son plein potentiel au Québec? Alors, je vais vous parler un peu des freins qu'on a identifiés à la recherche québécoise en protection de la jeunesse. Ce sont des freins qui ont été formulés là, de façon un peu plus détaillée dans un mémoire qui a été déposé à la Commission Laurent en décembre dernier par les chercheurs de l'IUJD et plusieurs professionnels de l'IUJD aussi. Donc, ça va comme suit. Un des principaux freins qu'on a identifié dans notre rapport, c'est l'absence d'identifiant unique à l'échelle sur l'ensemble des services de protection du Québec. Alors, un même enfant va avoir un identifiant unique à l'intérieur d'une seule et même région, mais lorsqu'il change de région, l'enfant va changer d'identifiant. Ce qui fait en sorte que quand on veut faire des études sur plusieurs régions ou même sur l'ensemble du Québec, mais là, on se retrouve avec des enfants qui ont des trajectoires morcelées à travers différentes régions du Québec et qu'on ne peut pas les détecter. On les voit comme des enfants distincts alors qu'il s'agit d'un seul et même enfant. Et ça limite beaucoup la portée de nos analyses. C'est une limite avec laquelle on doit composer depuis toujours, depuis que ces données-là sont exploitées. Une autre chose qui limite aussi le potentiel de notre recherche est la difficulté qu'on a à jumeler les données en protection de la jeunesse avec des données de d'autres registres publics. Qu'on pense seulement à l'éducation, par exemple. Est-ce que les enfants qui arrivent dans nos services ont déjà un retard scolaire ou est-ce qu'ils acquièrent un retard scolaire à l'issue de leur épisode de service avec nous? On n'est pas capable de répondre à ces questions-là. Parce que c'est trop difficile de relier les bases de données. Ça se fait, mais c'est très ardu et il y a des contraintes, il y a des limites. Et même à l'intérieur du réseau de la santé des services sociaux, les bases de données ne se parlent pas nécessairement. Alors, c'est très difficile de faire le lien, par exemple, entre un enfant suivi en protection, puis les services qu'il a peut-être reçus en première ligne en CLSC, ou sa consommation de soins de santé, ou ses hospitalisations, sa consommation de médicaments, les diagnostics médicaux qui ont pu être posés.
Donc, ça aussi, ça vient limiter nos travaux. Les études multicentriques sont jalonnées de nombreux défis. Là, au moins au niveau de l'approbation éthique, ça a été centralisé, fort heureusement, dernièrement, dans les dernières années. Mais une fois qu'on a l'approbation éthique, il faut aller chercher la convenance institutionnelle de tous les établissements. Quand on fait une recherche provinciale, là, ça représente 19 établissements de protection. Pour vous donner une idée, dans les dernières démarches que j'ai faites, j'ai des établissements qui nous demandaient de compléter jusqu'à 22 formulaires pour obtenir la convenance institutionnelle. Ça prend de 6 à 9 à 12 mois pour passer à travers le processus. Souvent aussi, certains établissements vont confondre là, la convenance institutionnelle avec l'éthique et puis vont ajouter des exigences éthiques que le comité d'éthique n'avait pas mis au départ. Alors, tout ça, ce n'est pas un des facteurs, là, des bons incitatifs pour encourager la recherche à grande échelle. Il y a peu de données cliniques aussi à grande échelle, malgré un potentiel qui est là. Il y aurait moyen dans les systèmes, et ça se fait ailleurs, d'intégrer quelques scores d'outils standardisés qui sont applicables dans un contexte même aussi contraignant que la protection de la jeunesse, pour qu'on puisse avoir une idée un peu du profil clinique de nos enfants sur une plus grande échelle. Puis finalement, bien, il y a des données à travers ça là, qui souffrent d'une validité moins bonne, qui limite leur utilisation. Puis là, je donne seulement 2 exemples, mais le groupe ethnoculturel, on en parle souvent, qui est une variable là, dans le système qui confond à la fois la race, l'identité, la langue, la religion et le pays de naissance, par exemple. Donc, il y a vraiment plusieurs catégories. Alors, quand on veut utiliser ces variables-là, il faut vraiment les travailler comme il faut. Ça se fait de plus en plus chez nous. Il y a des gens qui ont développé une expertise pour essayer de mieux travailler avec ces données-là. Je vous donne l'exemple aussi du niveau scolaire qui est pourtant prévu dans le système pour être documenté, mais qui est manquant dans 80 des cas là, à l'échelle du Québec. Et donc, inutilisable, ce qui fait qu'on a bien de la misère à évaluer jusqu'à quel point les cheminements scolaires et les cheminements en protection de la jeunesse s'aident ou se nuisent. Donc, et là, il y a pourtant des gens pas si loin de nous que ça qui font beaucoup plus avec leurs données. Et là, je vous donne un exemple ici qui s'est fait au Manitoba. Ça fait 40 ans au Manitoba que les gens là-bas travaillent sur un méga répertoire dénominalisé de données qui sont toutes jumelées entre elles. Au moment où on se parle, ce répertoire-là, il contient 90 bases de données publiques dénominalisées. Et à travers lesquels on peut faire des liens. Alors, vous les voyez, là, il y a en bleu, vous avez des données d'ordre plus social, si on peut dire. Donc, les services à la famille, l'éducation, ça c'est l'école, l'hébergement social, l'aide sociale, la justice, la police. Et en gris plus pâle, vous avez les services de nature plus médicale ou de santé, si on peut dire. Là. Donc, la vaccination, les médicaments, les visites à l'urgence. Et on peut faire le lien avec chacune de ces bases de données-là. Il y a une chercheure, entre autres, là, pour vous donner un exemple, qui a fait une étude et qui a démontré que les enfants suivis dans les services de protection sont 3 à 5 fois plus à risque de décéder par suicide ou de se retrouver à l'urgence pour une tentative de suicide comparativement aux autres enfants dans la population. Alors, ça permet des démonstrations assez éloquentes qui peuvent aider à soutenir la prise de décision là, dans l'amélioration des services. C'est pas simple, mais ça se fait. Puis, pour vous faire sourire un peu, ça vous donne une idée ils appellent ça le flow chart. Là. Donc, c'est comme le flux des données à travers ce grand répertoire-là. Donc, c'est sûr que c'est pas simple, mais c'est faisable d'avoir des données qui se parlent un peu plus. Pourquoi on n'exploite pas autant ces données-là ici au Québec? Bien, je pense qu'on a besoin d'une volonté politique qui va venir faciliter l'utilisation des données probantes dans la prise de décision.
On a besoin que les identifiants uniques déjà existants dans le domaine de la santé soient utilisés en protection de la jeunesse, que la notion de convenance institutionnelle soit clarifiée, puis que l'autorité des comités d'éthique soit réaffirmée. Et je vous quitte, je vous laisse sur des citations statistiques un peu pour vous faire sourire peut-être, qui moi, m'ont fait sourire en tout cas. Les deux premières nous disent de nous mettre en garde contre les pièges de la statistique. La première dit « La statistique, c'est l'art de dépouiller les chiffres de toute la réalité qu'ils contiennent. Parfois, 1 égale 1, parfois, même plus souvent, 1 égale X. » La deuxième nous dit « Avec assez de temps, tout peut arriver, statistiquement. » Les deux autres citations nous incitent au contraire à aller considérer les statistiques parce que lui nous dit les statistiques, ça nous fait penser à des choses qu'on n'imaginerait pas autrement. Ou encore, semaine épouvantable, pas un seul sondage d'opinion. Tant pis, nous essaierons de deviner tout seuls nos propres intentions. Alors, la dernière qui éclaire un peu toute la nuance que ça prend pour utiliser les statistiques, c'est que les statistiques sont vraies quant à la maladie et fausses quant aux malades. Elles sont vraies quant aux populations et fausses quant à l'individu. Merci.